Bonjour à vous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le chapitre 12, sur les transferts d'énergie. Alors, normalement, vous m'avez fait les activités 1 et 2 avant d'arriver ici. Donc on va regarder un petit peu dans cette première partie là ce qu'il va falloir que vous reteniez là-dessus. Pardon. Donc, aujourd'hui, on considère que lumière, donc, on peut généraliser aux ondes électromagnétiques, c'est un flux de photons. Qu'est-ce que c'est qu'un photon? C'est une particule qui est assez étrange puisqu'en fait elle n'a pas de charge, elle n'a pas de masse. C'est assez étonnant mais c'est comme ça. Donc vous avez vu aussi que la lumière, selon ce qu'on est en train d'étudier, selon l'expérience qu'on est en train de faire, selon ce qu'on veut calculer par exemple, et ben soit on va la prendre comme étant une onde, par exemple si on étudie la diffraction, ce qu'on a fait, les phénomènes d'interférence, on a fait ça en tout début d'année. Donc dans ce cas-là, la lumière, on va considérer que c'est une onde, avec tout ce qui ça implique, mais on peut aussi considérer la lumière comme étant une particule, et ça c'est notamment le cas de l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est ce qui permet, donc les panneaux photovoltaïques, si vous voulez, c'est ce qui permet de créer un courant électrique à partir de lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Donc la lumière, c'est à la fois une onde, c'est à la fois une particule, un objet physique, et selon ce qu'on veut faire, selon ce qu'on veut raconter, on peut en fait utiliser ces deux modes-là, soit une onde, soit un, un corpuscule. Pardon. Donc la formule que vous devez retenir dans ce chapitre-là, c'est la suivante. C'est la formule de base de physique, c'est E égale h nu. Nu, c'est donc la fréquence de votre onde. Alors, vous voyez ici, c'est nu, c'est de la lettre grecque. En électricité électronique, on utilise F pour la fréquence. Quand on parle d'onde électromagnétique, on préfère utiliser la lettre grecque nu. C'est la même chose, c'est une fréquence, donc une fréquence en Hertz. H, c'est la constante de Planck qui vous sera donnée dans les exos, 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Et donc l'énergie d'un photon, d'une particule, c'est en joules. La fréquence, on avait vu ça aussi en début d'année, c'est aussi C sur lambda. Donc, on peut écrire cette formule comme étant E égale hc sur lambda. Dans ce cas-là, C, c'est la célérité dans le vide, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. Toujours pareil, si on vous donne une valeur exacte, vous l'utilisez. Sinon, vous prenez 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et puis, le lambda, c'est votre longueur d'onde. Donc, E égale h nu ou E égale hc sur lambda à retenir par cœur. Ok, donc en 1927, Louis de Broglie, physicien français, lui, il va généraliser ce concept de dualité onde-corpuscule à tout objet. Objet microscopique. Donc ça veut dire que il va considérer que les électrons, on peut aussi les considérer soit comme des ondes, soit comme des particules. Les protons, même chose. Et en fait, ce qu'on a fait en début d'année sur la diffraction des électrons, ça a permis, cette expérience-là, ce phénomène-là a permis de valider cette hypothèse qui dit que une particule, elle peut être soit considérée comme une onde, soit comme un corps, comme un corpuscule. Et donc De Broglie, il a proposé une nouvelle formule qui va faire intervenir la quantité de mouvement. Rappelez-vous de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement en mécanique classique, c'est la masse fois la vitesse. Ici, il va considérer, lui, dans les objets microscopiques, on est obligé de considérer cette constante de Planck, vous verrez ça après, vous, pour les futurs physiciens. Et donc, la quantité de mouvement, il a défini ça comme étant P, donc quantité de mouvement petit p, c'est H divisé par lambda. Cette formule aussi à connaître, on verra d'ailleurs un exercice où on l'utilise. Bon, on l'utilise pas beaucoup, mais bon, à connaître quand même. Alors, deuxième chose qu'on va voir ici ensemble. En mécanique classique, on peut prévoir et calculer la trajectoire des objets. Alors ça, vous l'avez fait, vous l'avez fait beaucoup, vous avez trouvé ça dur, j'imagine, c'est tout ce qui est équation de mouvement, trajectoire, etc. C'est toutes les démonstrations qu'on a réalisées. Le but de ces démonstrations-là, c'était notamment de prévoir la position des objets, de calculer la trajectoire des objets. Or,
pour les objets microscopiques, c'est-à-dire les particules, électrons, protons, etc., eh ben, en fait, on se rend compte que la mécanique classique, ça ne suffit plus. Il faut absolument prendre en compte ce qu'on appelle l'aspect quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autant un objet classique, je sais pas, vous prenez une balle de tennis, un ballon de foot, etc., donc vous savez le faire maintenant, vous êtes capable de calculer la trajectoire, c'est-à-dire prévoir la position de votre objet en fonction du temps. C'est ça que ça veut dire de savoir calculer une trajectoire. Si on prend le cas d'un électron, par exemple, qui tourne autour d'un noyau, donc vous devez connaître c'est la théorie de Bohr, de Niels Bohr. On voit ça, c'est la théorie un petit peu classique, un petit peu simplifiée, mais qui marche bien au final. Donc on vous dit, bah oui, vos électrons ils gravitent autour de votre noyau, selon des orbites bien particulières. C'est le modèle de l'atome qu'on utilise très souvent. Ouais, mais en fait, c'est pas possible ça, parce qu'en fait, un électron, ça va tellement vite qu'on est incapable de connaître sa position précise. Par contre, ce qu'on peut définir, c'est non pas la position d'un électron autour de l'atome, par exemple, c'est pas sa position claire, nette. Par contre, on peut définir une probabilité de présence. Si je regarde ici, par exemple, vous avez, je sais pas, vous, un objet qui, donc je sais pas, j'imagine que c'est des balles qui sont lancées sur une plaque. Donc si c'est des balles, et ben on connaît leur position, pas de souci, donc on sait calculer à peu près où elles vont arriver. Quand on parle ici de particules très petites, on est incapable de représenter un électron. Donc en fait, on va pas parler de trajectoire en propre, mais on va parler de probabilité de présence. Donc ça, c'est pareil, après, ceux qui continuent en physique, vous verrez, c'est la notion d'orbital, c'est-à-dire que on est capable de définir à peu près la probabilité de présence d'électrons autour des noyaux. On verra ça plus tard. Donc, quand on parle de particules très petites, électrons, photons, protons, on est obligé d'ajouter l'aspect quantique, l'aspect probabiliste. C'est des mots que vous verrez dans les exercices. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus la position précise d'un objet. Par contre, on est capable de calculer une probabilité de présence. Alors, regardez la suite. Donc, on va faire des petits rappels de première sur l'émission et l'absorption de photons. Donc, la matière peut absorber ou émettre du rayonnement électromagnétique. Ça, vous connaissez. Donc, au niveau microscopique ou quantique, ça va correspondre à l'absorption ou à l'émission de photons par les atomes. Donc, en fait, dans les atomes, à chaque instant, à partir du moment où votre atome il est soumis à une certaine température, au-dessus du zéro absolu, s'il est à l'air libre, c'est-à-dire s'il est, si vous voulez, en présence de lumière, et ben en fait, à chaque instant, vous avez absorption d'énergie via la lumière, absorption donc d'énergie, émission d'un photon spontané, on va revenir là-dessus. Donc imaginez ici, on prend ici l'exemple de deux états d'énergie, E1 et E2. Donc E1 ici, par exemple, on considère que c'est l'état fondamental, c'est-à-dire que c'est l'état de plus basse énergie. En fait, théoriquement, toutes les particules doivent se trouver à l'état de plus basse énergie. Mais imaginez, vous avez, je sais pas, un objet qui a la lumière, la lumière c'est de l'énergie, donc vous avez un petit peu de lumière qui vient frapper votre atome, votre matériau par exemple, votre atome va être excité. Hop, il va gagner de l'énergie, il va grimper à un niveau ici E1, qui va être supérieur en énergie. Donc ça c'est un état excité, c'est-à-dire que c'est pas un état stable en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Votre atome va se désexciter, il va revenir à sa position initiale, et dans ce cas-là, il va émettre un photon. Donc, si on regarde un peu plus en détail le schéma, vous ferez attention. Les atomes, les particules, etc., ne peuvent pas prendre n'importe quel niveau d'énergie. Ici, j'ai un niveau E1. Alors, on n'a pas mis de valeur ici, dans les exercices, on vous en donnera. Donc, j'ai un niveau E1, j'ai un niveau E2. Donc, si on veut faire passer un électron ou un atome d'un niveau E1 à un niveau E2, il faut lui donner une certaine quantité d'énergie.
C'est pour ça qu'on parle de physique quantique d'ailleurs. Un quanta, hein, ici on vous dit que bah, l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire que l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs. Si vous avez, alors je sais pas, imaginez ici notre niveau d'énergie E1 c'est 1 électronvolt. Imaginez ici votre niveau E2 c'est 2 électronvolts. Et bah, si vous fournissez 0,5 électronvolts à votre atome, eh ben, il ne va pas avoir assez d'énergie pour passer au niveau E2, donc en fait, il n'y a pas de niveau d'énergie entre les deux. C'est-à-dire qu'il va revenir directement à sa position initiale. Imaginez, vous lui fournissez 1,5 électronvolts, donc il a assez d'énergie pour passer le niveau E2. Il n'y a pas d'énergie ici à 1,5 électronvolts, donc il va automatiquement se placer au niveau E2. Donc on parle d'énergie quantifiée. C'est de là hein, que vient voilà, mécanique quantique, physique quantique, tout ce que vous voulez. C'est parce que en physique, l'énergie, enfin, vos atomes ne peuvent prendre que certains niveaux d'énergie. C'est pas continu entre E1 et E2. Il n'y a pas de continuité d'énergie entre les deux. Donc globalement, soit votre atome il est au niveau d'énergie E1, soit il est au niveau d'énergie E2. Il n'y a pas de niveau d'énergie intermédiaire. Donc, imaginez, hein, vous avez suffisamment donné d'énergie à votre atome, il est en position E2. Naturellement, l'atome va se désexciter, c'est-à-dire il a tendance toujours à aller au niveau d'énergie le plus bas. Et bien pour ça, il va fournir un photon qui a une énergie de h nu. Donc votre énergie ici, bah, ce sera, hein, on verra ça dans les calculs, mais ça va correspondre en fait à la valeur, ce sera E2 moins E1. Donc en fait, hein, vous verrez dans les calculs, bah, E2 moins E1, ça correspondra à l'énergie de votre photon, et on verra que ce sera égal à h nu, ou hc sur lambda, c'est pareil. Donc voilà ce que je résume ici, hein, ces énergies sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prendre que certaines valeurs bien précises. Ces valeurs, hein, les valeurs de E1, E2, elles dépendent de la nature de votre atome. Selon voilà, si c'est un atome de carbone, j'en sais rien, d'oxygène, de métal, etc., de zinc, bon bref, vous avez compris le truc. Donc ces niveaux d'énergie-là seront différents. D'ailleurs, ça vous en connaissez hein, des applications, on a déjà vu ça nous. Hein. Quand on parle d'absorption, spectroscopie UV visible, on en a fait en début d'année, et ben ça marche comme ça en fait. Hein. Dans le cas quand vous regardez les transitions des électrons, hein, d'accord, donc votre atome va gagner ou céder de l'énergie. Puis en fait, hein, ce domaine d'énergie-là, eh ben, il correspond typiquement à l'électronvolt, c'est-à-dire en fait hein, au domaine du visible et de l'ultraviolet. Même chose hein, en spectroscopie infrarouge, hein, qu'on a aussi fait en début d'année. En fait, hein, cette spectroscopie-là, elle est basée aussi là-dessus. Là, on va plutôt regarder en termes d'atomes. Hein. Vos atomes, ils vibrent hein, entre eux. Donc les liaisons chimiques vont vibrer entre eux. Et en fait, quand on fait la spectroscopie infrarouge, on regarde ces états vibratoires. On va regarder cette vibration des atomes. Allez, on va regarder maintenant au cœur de notre chapitre, c'est-à-dire on va essayer de comprendre comment ça fonctionne un laser. Donc, laser, c'est un acronyme, hein, ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Sympa pour l'anglais. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on vient de voir en fait que un atome, il va pouvoir émettre spontanément un photon. Donc un photon qui sera avec une certaine énergie, hein, h nu, cette énergie, hein, je rappelle, hein, ça va dépendre des deux niveaux d'énergie ici, hein, E2 et E1 par exemple. Mais le problème c'est que cette émission, ça reste un phénomène aléatoire. On n'a pas encore la possibilité de la contrôler. Et en fait, Einstein, en 1917, hein, toujours le même en fait, hein, et ben en fait, il va se dire que ce phénomène d'émission, on va pouvoir essayer de le stimuler. En fait, hein, l'idée, c'est d'essayer de contrôler cette stimulation de photons, en fait, pour essayer d'en créer de la lumière, en final. Donc, comment ça se passe? Donc, lui, il va parler d'émissions stimulées. Donc, imaginez ici, vous avez un atome qui est au niveau d'énergie E2 ici. Donc, imaginez hein, donc un atome qui a déjà été excité, c'est-à-dire que normalement il aurait été sur le niveau d'énergie E1, pardon. Donc imaginez qu'il est déjà excité, il est au niveau E2. Vous lui envoyez un photon
d'énergie H nu, hop, et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ben votre atome qui était sur le niveau E2, il va se désexciter. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à revenir à sa position d'énergie fondamentale, et auquel cas, bah, quand il se désexcite, on vient de le voir, il va se désexciter en fournissant, en produisant un photon d'énergie H nu. Et donc ce qu'il fait, parce que là il faut bien voir le truc, hein, on balance un photon sur votre atome, hein, le photon n'est pas perturbé, hein, le photon il va traverser ça, donc ce photon-là, on le retrouve ici. Mais donc en se désexcitant, eh ben, votre atome il va fournir un deuxième photon de même énergie, de même sens, de même direction. Et donc vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul photon H nu, donc on est capable de contrôler son énergie, on est capable de décider de son énergie, et ben en fait, on va réussir à créer un deuxième photon H nu qui aura la même direction, le même sens, etc., qui aura les mêmes caractéristiques en fait. Et donc ça, on appelle ça l'émission stimulée. Et donc, bah, c'est ce que je vous ai résumé ici, hein. En fait, à partir d'un seul photon, on est capable d'en obtenir deux. Celui-là, hein, ce photon-là, c'est le même que celui-là, il a juste traversé. Et puis celui-là, ce photon-là, c'est celui qui est créé. Donc en fait, à partir d'un photon, on est capable d'en avoir deux. Donc on appelle ça l'émission stimulée. Donc vous voyez un peu l'idée. C'est qu'en fait, on va, à partir d'un photon, avec une certaine longueur d'onde, avec une certaine énergie, et ben on va être capable en frappant un atome, en fait, on va être capable de créer un deuxième photon avec la même longueur d'onde, la même énergie. Donc en fait, on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire ça à très très grande échelle? C'est-à-dire qu'un matériau, évidemment, hein, sur un matériau, vous n'avez pas un seul atome, hein, vous en avez une quantité astronomique, hein, 10 puissance 22, 23, 24, etc., nombre d'atomes. Mais en fait, en faisant ça sur une très très grande échelle, on va être capable de créer un très grand nombre de photons, et tous ces photons auront les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire la même longueur d'onde, donc la même énergie, et ils auront aussi la même direction. Et ça va être super important, notamment pour le laser. Comment est-ce qu'on peut faire ça donc à grande échelle? Eh ben, on fait ce qu'on appelle une inversion de population. Donc ça sera un terme qu'il va falloir que vous reteniez. Donc en fait, hein, le but du jeu, hein, vous avez vu, hein, pour que ça marche, hein, eh ben, il faut que vous ayez un très grand nombre d'atomes qui soient tous à un niveau excité, E2 ici. Donc ça veut dire que, bah, en fait, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il va falloir que dans votre matériau, bah, vous ayez un maximum d'atomes qui soient déjà dans un état excité. Et en fait, pour exciter un atome, bah, il y a plusieurs solutions, hein. Ça peut être de leur balancer une décharge électrique, ça peut être de leur balancer de la lumière. Donc en contrôlant, hein, la tension et en contrôlant la radiation de la lumière, on est capable de savoir exactement à quel niveau amener ces atomes. Donc l'inversion de population, ça consiste à amener un maximum d'atomes de l'état fondamental à un état de plus haute énergie. Donc sur ce schéma-là, alors ici dans ce schéma-là, on passait de E1 à E2. Ici, parfois, on fait ça en fait, hein. Votre énergie, votre niveau fondamental, c'est le niveau E1. On fait en sorte d'amener tous les atomes au niveau E3. En fait, hein, ça permet d'être un peu plus efficace, mais c'est le même principe. Et donc ça, on appelle ça le pompage optique, c'est-à-dire qu'on va en fait, on va donner de l'énergie aux atomes qui sont au niveau fondamental pour les amener à un niveau excité. Et donc une fois que bah, tous les atomes ou un maximum d'atomes, hein, sont à des niveaux excités, et ben en fait, hein, ils vont avoir tendance naturellement, là dans ce cas-là, hein, c'est naturel, hein, ils vont avoir tendance à revenir à leur niveau fondamental, E1 dans cet exemple, et donc en faisant ça, ils vont produire un photon. Et donc en fait, hein, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire ça en très grand nombre, hein. Le but c'est d'être hyper efficace. Et donc on va essayer d'amplifier ce phénomène. Donc on appelle ça le phénomène d'amplification. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, en fait, hein, vos atomes, hein, ils sont dans ce qu'on appelle la cavité laser. Et vous avez en fait, hein, votre laser, hein, c'est un matériau, c'est souvent un gaz, hein. Ça peut être de l'hélium, du néon, des fois il y a des mélanges, etc. Ça peut être aussi du solide, hein, notamment du rubis, etc. Non, les premiers lasers ont notamment été faits à base de pierres précieuses. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Eh ben, avec des miroirs réfléchissants, eh ben, vos photons, hein, que vous êtes en train de créer ici, eh ben, en fait, ils vont avoir tendance à rebondir, à revenir. Donc ça va réexciter des atomes,
à revenir ici, ça va encore réexciter un certain nombre d'atomes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle d'amplification, parce qu'en fait, avec un jeu de miroirs réfléchissants, et ben en fait, on va amplifier ce phénomène-là. Et donc en fait, en général, dans votre laser, vous avez donc une paroi réfléchissante, par exemple celle-là, et puis la deuxième paroi qu'on va dire semi-réfléchissante, parce qu'en fait, elle va laisser passer environ 1% de vos photons. Donc ça, on est capable de le contrôler, tout ça. Et ben en fait, votre faisceau laser, vous allez le retrouver là. Alors vous verrez, je vous ai mis une petite vidéo où vous aurez ça en animation, mais en fait, votre faisceau laser, vous le faites là. Et qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir? Et c'est ça qu'il faut que vous notiez, que vous ayez en tête en bilan. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à la sortie de votre laser, vous avez créé donc un faisceau monochromatique, c'est-à-dire un faisceau où tous vos photons ont la même longueur d'onde, lambda. S'ils ont tous la même longueur d'onde, d'ailleurs, ils ont tous la même énergie, parce que E égale hc sur lambda. Ce faisceau, il est directif, c'est-à-dire que on est capable de donner aux photons la même direction. Et c'est bien là l'avantage de ce truc-là. Quand vous êtes avec une lampe, alors j'ai pas de... Vous regardez votre lampe au plafond, là. Regardez pas trop quand même, parce que vous allez avoir mal aux yeux. Mais en fait, les photons dans une lampe sont émis dans toutes les directions de l'espace. D'accord? Dans un laser, tous vos photons sont émis dans la même direction. Et ce qui fait que ça, finalement, tous vos photons ils sont concentrés aux mêmes positions, et ce qui fait que votre faisceau laser il est très très énergétique. Donc c'est pour ça, vous avez, je vous donnerai les liens pour les vidéos, mais qu'est-ce qu'on a comme application pour les lasers? On a notamment la découpe. Un laser, ça permet de concentrer une énorme quantité d'énergie en un seul point, donc on est capable de découper tout un tas de choses. Les lasers vont se propager sur des énormes distances. On avait vu ça aussi, me semble-t-il, dans un exercice, c'est par exemple pour mesurer la distance Terre-Lune, on balance un laser sur Terre jusqu'à la Lune. Sur la Lune, on avait dû faire ça en exo. On a donc des panneaux réfléchissants qui permettent de réfléchir la lumière, justement, et donc on est capable de déterminer des distances avec ça. Donc la lumière laser, en fait, est capable de se propager sur d'énormes distances, parce que tous vos photons vont dans la même direction, donc en fait vous avez une lumière qui est hyper efficace en termes d'énergie. Allez, en espérant avoir été clair là-dessus, bonne fin de journée à vous, bonne nuit ou bonne matinée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Allez, à bientôt, au revoir.